Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Dans notre émission précédente, nous avons rencontré Michael Zaya et nous avons, au cours de cette entrevue, eu l'occasion aussi d'avoir quelques minutes d'entretien avec sa collaboratrice Véronique Tanguay, qui nous parlait du chemin de vie. Et dans cette émission, nous allons retrouver Véronique Tanguay qui nous expliquera comment elle a mis à profit tout son savoir d'herboriste, de naturopathe à l'accompagnement à la naissance. Elle est persuadée que la femme, de manière naturelle, a toutes les ressources en elle pour mettre un enfant au monde. Et en fait, elle a mis tout son savoir et sa mission dans cet accompagnement-là, que ce soit avant la naissance pour accompagner la maman et l'enfant à naître, que ce soit le couple, mais aussi après la naissance, dans le postpartum, l'accompagnement même à l'alimentation pour le rétablissement de la mère et pour l'enfant. Alors, on va suivre Véronique dans ce merveilleux chemin de vie. Alors, tu pourrais peut-être nous parler justement un peu de l'accompagnement à la grossesse. Est-ce que tu es sage-femme ou est-ce que c'est un genre d'accompagnement semblable? C'est un accompagnement différent. L'accompagnement à la naissance est un service privé qui se fait en milieu hospitalier. Donc, c'est un suivi privé qu'on offre aux parents durant la grossesse. Étant donné que j'ai une formation en herboristerie, en naturopathie aussi, mon suivi est très personnalisé par rapport à l'alimentation, par rapport aux médecines alternatives qu'on peut utiliser durant la grossesse. Puis, c'est toute une préparation psychologique et physiologique pour l'accouchement aussi. Une présence, un soutien pour l'accouchement, pour aider le couple à garder leur bulle, à être bien entouré tout le temps du travail, aider à soutenir le conjoint pour prendre sa place durant l'accouchement, puis assurer un suivi postpartum à la maison, pour l'allaitement, pour le bien-être du couple et du bébé aussi. Mhm. Est-ce que ça a un lien avec justement l'herboristerie de départ, où l'un a découlé de l'autre ou vice-versa? C'est une belle suite qui s'est enchaînée. J'ai fait une technique en production horticole qui m'a menée vers une passion sur l'horticulture, mais des plantes médicinales, donc l'herboristerie. Puis ça m'a fait cheminer vers la santé, mais je me suis dit, oh, est-ce qu'on peut toujours juste donner une plante à quelqu'un pour guérir un problème ou on peut aller plus loin, essayer de découvrir les causes? Donc j'ai étudié ensuite la naturopathie. Puis ma passion s'est en allée quand je suis tombée enceinte vers l'accompagnement à la naissance de mon premier, mon premier enfant. Puis c'est ça, donc je chemine depuis ce temps-là. Je me spécialise en naturopathie pour les femmes enceintes, que ce soit de la préconception, préparer son corps pour la grossesse, pour accueillir un enfant, avoir un corps sain pour éviter les malaises de grossesse, pour être bien et suivre toute la grossesse jusqu'à l'alimentation du bambin, la première alimentation, qu'est-ce qu'on lui donne, par quoi qu'on commence. Donc c'est une passion que j'ai. Donc, c'est un chemin de vie. C'est C'est ça. le chemin de vie de la mère qui se transforme, puis c'est un nouveau chemin de vie qui s'enclenche pour le bébé. C'est ça, Mhm. oui. On va un peu en revenir aux plantes médicinales. Quel est ton rôle ici et quelle est ta philosophie aussi vis-à-vis de tout le travail que tu fais avec Michael? En fait, il y a beaucoup de choses. Bah, c'est sûr qu'au niveau du jardin, je travaille au niveau de l'entretien du jardin, mais surtout la récolte des plantes pour faire les tisanes. Mais j'ai de l'aide aussi pour l'entretien du jardin. C'est beaucoup de temps, le désherbage et même un peu la récolte. Puis les herbes qui sont séchées sont utilisées pour faire des tisanes que je recommande. Je fais des tisanes personnalisées pour les gens que je rencontre en naturopathie ou les femmes enceintes. Donc, ensuite, par rapport à Michael, bien, on collabore ensemble. On a créé l'Académie Jardin de Vie où on offre différents cours, surtout printemps, automne, des cours en aromathérapie, en herboristerie et en accompagnement à la naissance, des cours prénataux de groupe. Puis je m'occupe de toute la gestion de l'école, les documents de cours, puis l'information, donner le plus d'informations possible aux gens, que ce soit accessible. Mhm. Pourquoi l'académie? C'est un rêve que Michael chérissait depuis longtemps, pouvoir enseigner. Michael, c'est un enseignant dans l'âme.
Il veut promouvoir les connaissances, informer les gens. Puis c'est ce que je souhaite aussi, c'est que les gens, c'est pas de leur vendre une petite bouteille d'huile de millepertuis, mais de leur montrer comment la faire, que les gens soient autonomes dans leur santé, qu'ils puissent prendre en main, se prendre en main et avoir un petit jardin pour s'auto-guérir, être autosuffisant. Donc l'Académie, a pour mission d'aider les gens à se prendre en main, à prendre leur santé en main, de se responsabiliser et qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. Donc pour nous, c'était dans nos priorités. Donc que ce soit des cours au niveau des huiles essentielles, on donne des cours aussi plus approfondis pour les gens qui veulent avoir plus de connaissances, mais aussi des cours très simples sur la cueillette des herbes, la transformation. Tout simplement à la maison, qu'est-ce qu'on peut avoir chez soi comme jardin pour se dépanner ou pour se soigner naturellement. Mhm. Donc, en fait, on va vers un chemin d'autonomie pour l'individu. Est-ce que toi, ça faisait partie déjà de ta sensibilité, de ton but dans la vie, de cette relation-là aux autres, d'être accompagnante et pas peut-être pas soignante en tant que telle? Hmm. Oui, je pense que ça s'est développé avec les années, en étant ici aussi, de vouloir accompagner les gens puis de les aider à se prendre en charge. C'est quelque chose, je ne sais pas si ça a toujours été inné chez moi, mais je sens que c'est très fort présentement puis que c'est ce dans quoi je veux évoluer. Mhm. C'est quoi que, justement, quelle différence fais-tu entre accompagner quelqu'un et la démarche que quelqu'un a de se faire, de croire que la guérison est à l'extérieur de lui, de se faire soigner, entre guillemets? Ben, en fait, c'est qu'on ne peut jamais prétendre soigner ou guérir quelqu'un. C'est le corps qui a sa propre force, sa propre énergie pour se guérir lui-même. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est donner des conseils, des outils pour aider la personne à retrouver son énergie vitale pour pouvoir se guérir. Mais en aucun cas, on prétend soigner les gens ou régler leurs problèmes. Ça appartient à chaque personne selon l'effort, l'énergie qu'elle va mettre en sa santé, que ce soit par l'oxygénation, l'exercice, réduire le stress, la mauvaise alimentation, puis aller vers les aliments sains, vivants. Donc tout ça fait partie d'un mode de vie global qui nous permet, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser les gens à se prendre en main. Ben, on en parlait tout à l'heure, les huiles essentielles, les essences, quelle différence on fait? Parce que moi, je pense que je vois beaucoup de gens autour de moi, on dirait que le domaine des huiles essentielles, ça fait un peu peur. On a peur de se tromper, on a peur de mal doser, on a peur aussi des répercussions que ça peut avoir, etc. Comment est-ce que toi, tu suggérais d'approcher ce monde-là? Premièrement, suivre des bons cours, mais c'est d'y aller tranquillement. On ne peut pas connaître 20 huiles en même temps. C'est une à la fois. Donc, une essence aromatique qu'on va découvrir, qu'on va lire dessus, essayer, se renseigner. Puis quand on la connaît bien à ce moment-là, ben, on peut passer à une autre. Mais quand il y en a trop, on se perd un petit peu dans toutes leurs propriétés. Donc, c'est très vaste, le monde des essences aromatiques. Donc, il ne faut pas les mélanger avec tout ce qu'on retrouve sur le marché, les fragrances synthétiques ou chimiques, donc les odeurs de muguet, de magnolia, de lilas, héliotrope, chevrefeuille, pommes vertes, poires, sont toutes des fragrances synthétiques qui sont extrêmement toxiques pour le corps, mais qu'on retrouve partout dans les sambons, les chandelles, c'est inimaginable. Et pourtant, ce n'est pas du tout sain. Et on les confond avec l'aromathérapie, qui est vraiment des odeurs naturelles qui proviennent des molécules aromatiques contenues dans les plantes, que ce soit dans les feuilles, dans les fleurs, dans les racines, dans l'écorce. Donc, pour chaque plante, ça peut être différente. Et selon chaque plante, ça va être extrait d'une manière différente. Mais est-ce que ça veut dire que, bon, ces huiles-là, on peut les prendre de diverses manières, hein? On peut les ingérer, on peut soit les porter, les inspirer. À ce moment-là, ben, dès qu'on veut travailler avec une huile, ça prend un peu d'informations, il faut se documenter. Il y a beaucoup d'huiles qu'on peut mettre sur la peau. Il y a toujours le mythe, attention, il ne faut pas mettre des huiles essentielles pures sur la peau, c'est dangereux.
Oui, il y a certaines huiles essentielles, ça peut être dangereux, mais en majorité, non. Les huiles essentielles vont très bien sur la peau. Par contre, on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. Donc, on va éviter de mettre sur la peau des huiles qui ont des propriétés dermocaustiques, qui vont brûler la peau, qui vont chauffer. Donc, ce sont des huiles très fortes, les fines herbes comme l'origan, la sarriette, le thym, le clou de girofle aussi, la cannelle. Donc, dès qu'on a une petite goutte sur la peau, ça a une sensation de brûlure, ça vient rouge, c'est très désagréable. À ce moment-là, pour l'enlever, on imbibe un linge d'huile végétale, n'importe laquelle, et on essuie la surface de la peau qui est désagréable, qui est inflammée. Les huiles essentielles de conifères, de leur côté, ce sont toutes des huiles essentielles très, très douces qui sont très bien tolérées par la peau. Puis en général, on va les appliquer pures sur la peau pour des problèmes spécifiques ou des besoins spécifiques. Par exemple, le pin rouge, c'est une huile essentielle qui travaille beaucoup au niveau de la circulation sanguine. Donc, on va l'appliquer en massage sur les jambes. Ça peut être une dizaine de gouttes sur chaque jambe pour les jambes lourdes, quand on se sent en fin de journée, un peu les jambes fatiguées, aussi pour aider les varices, éviter les varices. Donc, c'est une huile qu'on va utiliser à ce moment-là en massage pur sur la peau. Moi, j'aimerais que tu nous parles de l'huile de pruche, hein, parce que j'ai entendu tellement de Français qui nous ont dit, mais mon Dieu, que vous êtes chanceux, parce que apparemment, est-il vrai qu'il n'y en a qu'au Québec de la pruche? Et je suis pas certaine. En fait, la Tsuga canadensis, c'est la pruche du Canada, donc elle est très abondante dans la région ici, dans notre région de Bromont. Mais il se peut qu'il y ait d'autres pruches, d'autres variétés ailleurs à travers le monde. La pruche du Québec, par contre, c'est un arbre absolument fantastique. Donc, c'est un arbre qui a un bois très, très dur, très résistant. Ça pourrit pas la pruche, mais en même temps qui a une douceur au niveau des branches qui est incroyable, une légèreté. Donc, c'est une huile que quand on va appliquer en massage quelques gouttes sur le thorax ou sous les pieds, c'est une huile qui va nous apporter cette résistance-là, mais en même temps cette douceur, le lâcher-prise qui est tant recherché, donc le calme, le côté réconfortant d'une maman qui nous serre dans les bras. Donc c'est les propriétés de la pruche. Elle va nous aider à nous centrer, rester bien enlignés quand on vit beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements dans notre vie. Donc de rester nous-mêmes pour passer à travers ces changements-là. Donc, ce que tu es en train de me dire, je t'écoutais définir un peu comment on observait la pruche, c'est que si on observe une herbe, une fleur, un arbre, on serait à la limite capable de dire ce que l'huile essentielle peut nous apporter comme qualité pour aller retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. L'huile essentielle, mais aussi toutes les plantes médicinales que quand on écoute ou on regarde leur signature, donc la forme de la plante, de la fleur, des feuilles, comment est-ce que son énergie est distribuée dans la fleur, mais comment est-ce qu'elle va venir influencer notre énergie à nous. Donc oui, selon comment la plante elle est faite ou ce qu'elle nous inspire, il y a un côté qui peut être toujours le même et il y a le côté subjectif que moi je peux voir quelque chose dans la pruche que quelqu'un d'autre ne voit pas et cette huile-là peut m'apporter cet aspect-là aussi. Donc, ce qui fait que les plantes sont universelles, on ne peut pas les cataloguer que bon, ben, ça guérit ça, ça, ça. Ou... Non, pour une personne, ça peut changer. Pour une autre personne, ça peut être autre chose parce que c'est l'énergie qu'on va chercher dans la plante qui est différente d'une personne à l'autre. Donc, un peu, c'est comme avec une personne, c'est la relation qu'on développe avec la plante. Oui, on peut aller jusque-là, oui, c'est ça. Quand on fait un élixir de fleurs, un élixir, donc on cueille les fleurs avec des cristaux de quartz pour pas que notre vibration rentre en vibration avec celle de la fleur. Puis on les dépose sur de l'eau. Puis à ce moment-là, on recueille la vibration de la fleur qu'on va diluer à un niveau homéopathique pour consommer après, pour avoir la qualité vibratoire de la fleur. Et même si la fleur elle a des qualités déjà définies dans les livres ou dans la littérature, à quelque part, c'est toujours ce que nous, on a ressenti, ce qu'on a vécu quand on a fait notre élixir, qu'est-ce que la plante nous a apporté à ce moment-là, c'est ce que l'élixir va nous apporter aussi.
Là, parles-tu de quelque chose de différent, l'élixir floral, qui, moi, ça me fait penser aux fleurs de bac. C'est ça. Est-ce que vous pratiquez ici comment je veux dire, la réalisation d'élixir? À l'occasion, on en fait de temps à autre pour le plaisir si on se sent appelé par une plante. Puis, mais c'est pas quelque chose qu'on fait pour toutes les fleurs. On se spécialise pas dans les élixirs, mais vraiment plus dans les essences aromatiques. Les élixirs, c'est vraiment une passion. Tant qu'à avoir des belles fleurs comme ça, ça peut adonner qu'on en fasse quelques-uns. Les essences aromatiques, est-ce qu'elles agissent plus sur le corps physique ou bien elles agissent sur la globalité de nos corps et de la personne? C'est les deux. Donc, ça dépend comment on l'utilise aussi. Ça dépend de l'intention qu'on y met quand on l'utilise, comme quand on mange un aliment, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Donc, une essence aromatique, on a des livres qui vont seulement voir le côté physique, donc varices, jambes lourdes, des choses comme ça. Puis il y a des livres aussi qui vont parler de l'aspect spirituel, l'aspect vibratoire de l'huile essentielle, parce que l'huile essentielle est aussi constituée du corps, de l'âme et de l'esprit de la plante. Donc, c'est la manière qu'on va l'utiliser qui va faire la différence. Puis, on donne aussi un atelier sur le côté spirituel et vibratoire des huiles. Donc, en fait, ce serait comme si ça rentre en résonance, corps, âme et esprit, au niveau où on est capable de recevoir l'énergie de la plante. Oui, c'est ça. On peut recevoir son énergie puis en bénéficier. C'est un échange, dans le fond. C'est un échange avec notre terre-mère, avec tout ce qui est. On est tous un quelque part, donc on se retrouve aussi au travers de tout ce qui pousse dans la nature. Oui, c'est ça. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas d'essayer de connaître toutes les plantes en même temps. Michael le dit souvent, on peut pas avoir plein d'amis en même temps. On a plein de connaissances, mais on a quelques bons amis. Donc, c'est la même chose pour les plantes. On choisit quelques plantes qui nous appellent. En fait, on les choisit pas vraiment. On se laisse choisir par elles. On les découvre. On travaille avec elles, vraiment, on les prend sous toutes ces formes, teinture mare, tisane, fines herbes, élixir, essences aromatiques. Donc, on découvre la plante sous toutes les formes inimaginables. Puis une fois qu'on la connaît vraiment bien, des fois, tout simplement, on souhaite passer à une autre plante. Comme des fois, la vie nous guide, nous fait connaître d'autres personnes. Mais c'est un petit peu la même énergie. Le même partage. Quand tu dis on se laisse choisir, là, c'est pas nécessairement, je veux dire, une thérapeute ou quelqu'un qui va pouvoir te dire, regarde, il faudrait que tu t'intéresses à cette plante-là. C'est tout un univers, hein? En effet, donc c'est vrai que des fois, on peut suggérer des plantes à quelqu'un, on peut guider la personne en disant peut-être que cette plante-là pourrait t'aider. Mais des fois aussi, on laisse la personne choisir la plante, tout simplement. Peut-être qu'elle peut venir marcher le jardin, peut-être qu'une plante qui va vraiment l'appeler plus qu'une autre au jardin. On ne sait jamais. Des fois, c'est en ouvrant une page d'un livre au hasard, puis en lisant un petit peu la description, ça nous touche vraiment ou ça vient nous chercher, que ce soit les propriétés physiques ou subtiles que la plante peut nous apporter. Ou une odeur. Ou une odeur, ça aussi, c'est magnifique, c'est très fort. Donc, c'est une manière de travailler au niveau thérapeutique aussi, de faire un parfum personnalisé, de tout simplement y aller par le ressenti de la personne, sans savoir qu'est-ce qu'elle sent, mais vraiment juste qu'est-ce qu'elle ressent à sentir une odeur particulière et de mélanger quelques odeurs en connaissant un petit peu les propriétés physiques ou subtiles ou tout simplement en se guidant par notre intuition, puis de faire un parfum personnalisé que la personne va pouvoir porter sur elle et qui va lui apporter une énergie ou des propriétés dont elle a besoin dans l'instant présent. C'est toute une démarche. Parce que, en fait, on reprend son propre pouvoir, puis on n'attend pas que quelqu'un de l'extérieur nous dise quoi choisir, quoi faire. C'est vrai que ça doit être épeurant pour beaucoup de monde. C'est peut-être un peu pour ça que ce monde-là fait si peur. Peut-être, mais il faut y aller graduellement. On ne commence pas du jour au lendemain à changer toutes nos habitudes de vie.
on se tourne pas sur un dissous, là. Mhm. C'est vraiment de faire un pas à la fois dans sa vie, que ce soit au niveau des plantes, d'apprendre à connaître une plante, de travailler avec elle, à découvrir, sans mettre nécessairement le côté allopathique de côté, ou, tu sais, mais juste de collaborer, faire une collaboration ensemble, ou au niveau alimentaire, faire une démarche. Bon, mais je vais changer tel aspect de mon alimentation, puis je vais introduire tel aspect. Et tranquillement, à chaque mois, on peut introduire quelque chose de nouveau, puis c'est là qu'on se sent de mieux en mieux, puis on ne retournerait pas à nos vieilles habitudes. Mhm. Eh bien, justement, en termes de conseils, que pourrais-tu donner comme conseil pour prendre de nouvelles habitudes? Pour prendre de nouvelles habitudes, il faut, on dit, walk your talks, c'est marcher tes paroles, donc mettre en pratique ce qu'on dit, donc que ce soit dans n'importe quoi dans la vie, ce qu'on fait dans notre travail, ce qu'on promouvoit, ben déjà ça, il faut l'appliquer. Si aux gens, buvez beaucoup d'eau, il faut boire beaucoup d'eau, je dois le faire aussi, c'est tout ça. Donc, où commencer? Quelles habitudes? Il faut écouter son cœur, puis elle dit qu'est-ce qui nous parle le plus. Depuis longtemps, on veut s'entraîner, puis on se dit, il faut que je bouge, il faut que je bouge, mais on prend jamais le temps. Mais c'est ça la priorité. C'est pas de manger une carotte de plus par jour. Faut y aller avec ce que notre cœur nous dit le plus, notre cœur, notre corps. Si on a besoin de bouger, il faut bouger. Si on a besoin de relaxer, faire du yoga, du tai chi, des exercices respiratoires, il faut prendre ces temps-là. Il y en a que c'est finalement avoir un petit coin de jardin pour découvrir les plantes médicinales. Il y en a que c'est de prendre le temps de suivre des cours qui vont éveiller leur passion, puis leur permettre de s'auto-guérir ou prendre leur santé en main. Donc, peu importe le choix qu'on va faire, c'est de s'écouter, puis ou justement de peut-être pas recevoir de conseils, mais de vraiment suivre qu'est-ce que depuis si longtemps je pourrais faire pour prendre ma santé en main, parce qu'à quelque part, on le sait tout un petit peu. On se connaît mieux que quiconque nous connaît, puis on le sait qu'est-ce qui nous fait du bien ou qu'est-ce qui nous fait pas du bien. Donc, c'est à nous de prendre la décision. Mhm. Prendre la décision, mais c'est s'écouter et avoir confiance. Et avoir confiance dans dans ce qu'on peut entendre ou ressentir. C'est pas ça qu'on nous a appris, hein? Non, on est complètement déconnecté de ça. C'est la même chose pour l'accouchement. Les femmes sont toutes au courant des stades de travail, puis qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Mais une fois que tu es dans l'accouchement, c'est tout un autre aspect. Donc, c'est de ressentir. À ce moment-là, il faut retourner dans notre cœur, puis d'apprendre à ressentir qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment-ci. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis juste d'apprendre ça, puis juste de se poser la question, c'est déjà une grosse étape. Mhm. Parce que tu dis à plusieurs reprises, bon, moi je connaissais de dire, ben, tu te mets dans ton cœur, tu te mets dans ton cœur. On a l'impression que c'est quelque chose de facile à dire, mais là, tu sais, comment je fais le pont entre ce que ma tête veut, ce que je devrais ressentir, ben, l'ouverture qui se passe au niveau du cœur? Des fois, ça peut être je pense que c'est vraiment retourner à une activité qui nous fait du bien, qui nous décroche un petit peu du quotidien, de la consommation, de tout ça, puis que ce soit le côté artistique qu'on n'a jamais développé, mais d'avoir un temps de paix pour soi. Puis c'est là que je pense qu'on est capable d'aller vers notre cœur, puis aller retrouver l'essentiel en nous. C'est des petits moments comme ça. Mhm. On est reparti de l'essence et on arrive à l'essence. L'essentiel, oui. Tout se rejoint, mais c'est ça. Et l'essence, pour toi, c'est quoi? L'essence aromatique ou l'essence Je de te laisse le libre cours. Là, là, c'est tellement large. L'essence, c'est la vie, c'est l'émergence de la vie, que ce soit l'essence dans la plante. En fait, l'essence dans la plante, c'est son moyen d'attirer les insectes pollinisateurs pour pouvoir se reproduire, ou de pouvoir plutôt éloigner les insectes ravageurs, tout ça pour toujours rester belle. Donc ça, c'est l'essence à la plante. Puis notre essence à nous, ben, c'est être intègre avec nous-mêmes pour un petit peu la même chose, peut-être attirer les insectes ou les gens qui nous ressemblent, puis éloigner ceux qui nous ressemblent pas. Mhm. Moi, ce que ça me disait, c'est oui, hein, les énergies pollinisatrices, qu'on pourrait dire, qui vont nous permettre justement de pouvoir créer notre vie comme on l'a vu. Oui,
c'est ça, de semer des graines qui ont, qui ont notre essence aussi, puis de pouvoir partager ce côté-là avec nos enfants, notre famille, notre entourage. C'est déjà beaucoup de sensibiliser les gens qui nous entourent, des petits gestes conscients, puis comment on vit notre vie, puis qu'est-ce qu'on fait, comment on mange, puis comment on se soigne. Puis des fois, les gens disent «Ah, mais tu sais, là, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu pourrais me suggérer?» Puis on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, puis ça, c'est vraiment un peu comme le Cocopelli, qui est la légende du monsieur qui faisait village en village avec son sac de graines. Donc, de semer nos petites graines de notre bonheur puis de notre bien-être derrière nous. Ouais, je te remercie beaucoup. On a semé pas mal de petites graines avec notre entrevue. Puis on est parti d'un jardin extérieur pour faire un petit retour au jardin intérieur. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Marie. Merci.